Bonjour à tous et bienvenue sur La Voix des Cryptes. Aujourd'hui, on met au clair l'affaire Sarkozy, fait, droit et morale publique, avec 3 voix clés. Edoui Plenel, l'effondrement du débat public et la question de l'exemplarité démocratique. Fabrice Arfi, le droit positif et les preuves matérielles, ce que disent vraiment les juges, au-delà des petites phrases. Ségolène Royal, le regard républicain et la dette morale envers les citoyens et les victimes. En quelques minutes, on démonte les idées reçues, on sépare l'opinion des faits et on vous donne des repères vérifiables. Après chaque extrait, je reviens pour un décryptage citoyen, clair, sourcé et sans parti pris. L'objectif, distinguer ce qui tient, ce qui trompe et ce que tout cela dit de notre démocratie. Place aux images. C'est qu'il y a un grand effondrement de notre débat public aujourd'hui. De tout le monde, dans la virulence, dans la mesquinerie, dans les polémiques. Il faut reprendre un peu de hauteur, parce qu'il y a le feu au lac, comme on dit chez les Suisses. Oui, vous dites d'ailleurs dans ce livre, à un moment donné, que directement Nicolas Sarkozy a été à l'origine, et vous le citez dans le livre, Oui. À un moment donné, vous dites une sorte, et j'emploie vos mots, d'une saloperie, à un moment donné, de faire face à des saloperies. Oui, c'est un discours de 2009, où il réunit l'ensemble des personnels de sécurité. Vous pouvez le trouver facilement sur Internet. Il y a aussi bien des policiers, des gendarmes, des magistrats, voire des personnels de l'éducation. Et il dit ne vous laissez pas intimider par la dictature des bons sentiments. La dictature des bons sentiments. Alors, ça veut dire qu'il faudrait une démocratie des mauvais sentiments, donc de la crapulerie, donc de la saloperie. Il faudrait libérer tous nos bas instincts. La démocratie, c'est une conversation. On a des divergences, on a des désaccords, on essaye d'élaborer des choses. Mais d'abord, comme disait Mendès France, c'est pas révolutionnaire, il disait c'est un code moral, la démocratie. C'est un respect de l'adversaire, c'est une conversation, c'est une éthique, c'est pas simplement les élections. Et donc on ne peut pas se laisser aller à des virulences, même le président parfois dans ses discours se laisse aller à des virulences quand il est mis en cause. On ne peut pas parler comme quelqu'un qui se promène dans la rue et qui tout d'un coup pète un câble. On ne peut pas libérer cela. Oui, et cette politique a commencé, oui, Nicolas Sarkozy, c'est un double abaissement, c'est un triple même. Un abaissement vraiment de la parole politique, un abaissement du lien profond avec les milieux des affaires, de la perte d'autonomie de l'État par rapport au milieu des affaires. C'est à la puissance 10 avec M. Macron. Je rappelle que M. Sarkozy, après son élection de 2007, avait été sur le yacht de M. Bolloré. Le symbole était déjà celui-là. Et puis le troisième abaissement, je le rappelle, c'est évidemment quand il a commencé à se sentir menacé par des affaires judiciaires, c'est lui qui libère le poison identitaire qui est exactement le cadeau qu'attendait l'extrême droite, l'ennemi de toujours de la République démocratique et sociale. C'est-à-dire quand on libère la question identitaire, on la libère contre l'égalité. Et c'est ce ministère, je le rappelle, de l'identité nationale, de l'immigration et de l'identité nationale. Mais on peut vous demander, Edoui Plenel, au fond, encore maintenant, est-ce que, entre guillemets, vous voulez vous payer Nicolas Sarkozy ? Non, c'est la justice qui s'occupe. Qu'il pense. Non, mais c'est la justice qui s'occupe de Nicolas Sarkozy. Le vrai problème, plutôt, c'est que quand je vous dis l'affaissement du débat public, il est assez sidérant que dans notre pays, un président qui a déjà été 2 fois condamné, une fois en première instance à de la prison, c'est l'affaire Big Malion, il va être jugé en appel. En deuxième instance, donc en appel confirmé dans l'affaire Bismuth, à nouveau à de la prison, dont de la prison ferme, qui est sous le coup d'immenses mises en examen et d'un jugement qui aura lieu, d'un procès qui aura lieu en 2025, notamment pour association de malfaiteurs, un immense procès dans le scandale libyen, Sarkozy, Kadhafi. Donc il est en ce moment entendu d'ailleurs. Et qui est actuellement entendu, oui. il va sur un sous-produit de cette affaire qui était une fabrication d'une fausse nouvelle, une fausse rétractation de M. Takedine pour essayer de démentir avec la complicité de certains journalistes les informations de Mediapart. Eh bien moi, ce qui me sidère, c'est que M. Sarkozy, il est entendu sur tous les médias comme un grand sage. Il est reçu par le président de la République. Il faut dire qu'il écrit un livre. Oui. Il dédicace. Son programme éditorial est proportionnel à son agenda judiciaire. Vous pensez qu'il ne devrait plus avoir le droit de faire de la politique ? Non, je dis juste que les médias, c'est un choix. Nous choisissons... pour moi, c'est une nouvelle.
le journal Le Monde, où j'ai travaillé 25 ans, a fait une manchette sur les affaires judiciaires de Donald Trump. Et c'était juste. Il ne l'a pas fait sur Sarkozy. Nous sommes un drôle de pays quand même. La question de la corruption est au cœur de cette affaire. Ça n'est pas qu'en Italie, les pratiques mafieuses. Quand on dit association de malfaiteurs, lisez l'ordonnance de renvoi des juges. C'est très similaire à la définition de l'association mafieuse dans le code pénal italien. C'est quoi des pratiques mafieuses? C'est l'obsession du pouvoir, le garder toujours, l'obsession de l'argent, s'enrichir et être lié à des milieux d'argent, et l'obsession du secret, donc la haine de la transparence, du droit de savoir, du journalisme. On y est, et on y est dans une histoire qui a eu des conséquences géopolitiques très lourdes. Oui. Ce qui se passe en Afrique. Regardez ce qui se passe en Afrique. Et pensez à cette intervention faite par M. Nicolas Sarkozy, dans laquelle il a embarqué les Nations Unies et embarqué la Grande-Bretagne, aux grandes dames de Barack Obama, qui s'en mord les doigts aujourd'hui, et qui est une intervention où c'était une guerre privée, on le sait aujourd'hui. Il n'y avait pas d'urgence à sauver qui que ce soit. Il y avait urgence à empêcher que la révolution alors pacifique libyenne libère des secrets. Heureusement que Mediapart était là pour les récupérer. Oui, mais Nicolas Sarkozy répond, encore dans une interview il y a 2 jours, il dit « Si vous trouvez un Français qui comprend ce qu'on me reproche, alors il est beaucoup plus intelligent que moi. » C'est ça qu'il dit. Personne n'y comprend rien. Ce serait le très, très bon titre pour raconter cette histoire. Bien sûr que tout le monde comprend. Tout le monde comprend. Et plus c'est gros, plus ça passe. Il a dit dans une émission, et notre confrère Patrick Cohen ne l'a pas relevé, il a dit que, par exemple, ce que Mediapart avait publié, un document qui attestait d'une promesse de financement libyen, que c'était faux et que Mediapart avait été condamné pour ça. Mensonge, mensonge, mensonge. C'est lui qui a été condamné. Les chèques que nous a versés Nicolas Sarkozy sont encadrés dans les bureaux de Mediapart. Il a été condamné aux frais de justice pour nous avoir accusés d'avoir fabriqué un faux, d'avoir dit des choses fausses. Donc, il faut se ressaisir. Dans cet extrait, Edoui Plenel rappelle 3 points essentiels pour comprendre l'affaire Sarkozy. Premièrement, selon lui, Nicolas Sarkozy a contribué à abaisser le débat démocratique en normalisant la virulence, les divisions et ce qu'il appelle les mauvais sentiments. Pour Plenel, un président ne peut pas encourager ce relâchement moral. La démocratie repose sur le respect et la responsabilité. Deuxièmement, il insiste sur la proximité problématique entre Sarkozy et les grands milieux d'affaires, symbolisée par la célébration de 2007 sur le yacht de Vincent Bolloré. Pour Plenel, c'est l'image d'un État qui perd son indépendance face aux puissances économiques. Troisièmement, il rappelle des faits concrets. Sarkozy est déjà condamné, menacé de peine de prison ferme et renvoyé en procès pour association de malfaiteurs dans l'affaire libyenne. Malgré cela, il continue d'être reçu partout comme une figure morale, ce qui interroge profondément sur l'état de notre débat public. Enfin, Plenel rectifie un mensonge fréquent. Mediapart n'a jamais été condamné pour un faux document. C'est Sarkozy qui a été condamné pour les avoir accusés à tort. Dans la prochaine vidéo, nous allons justement décrypter le travail de Fabrice Arfi, l'un des journalistes qui a révélé l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Fabrice, tu n'as pas multiplié les interventions médiatiques ces derniers jours. Tu nous expliqueras d'ailleurs tout à l'heure pourquoi avec nos invités. Mais d'abord, ensemble, on va passer en revue les arguments qu'on a le plus entendus dans ce grand brouhaha. On va essayer ensemble de distinguer le vrai du faux. Peut-être l'affirmation qui est le plus revenue, on peut la résumer ainsi. Le dossier est vide. Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans de prison car, selon les juges, il ne pouvait pas ne pas savoir le projet, l'intention de ses collaborateurs Claude Guéant et Brice Hortefeux qui discutaient avec le numéro 2 du régime libyen d'un financement de la campagne de 2007. Exemple, Jean-Michel Apathy sur LCI. L'association de malfaiteurs repose sur cette idée que Nicolas Sarkozy ne pouvait pas ne pas savoir ce que faisaient les proches collaborateurs à lui. Et alors, il ne pouvait pas ne pas savoir quoi, la justice est infoutie de le dire, il ne pouvait pas ne pas savoir, et allez vous faire voir. Voilà, la formule amuse ceux qui l'écoutent sur le plateau. Fabrice, que peut-on en dire ?
alors que c'est tout sauf drôle et qu'il faut manifestement le dire, le répéter et même le marteler. Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, Brice Hortefeux ont été condamnés pour avoir négocié à l'automne 2005 avec un terroriste, lui-même condamné définitivement par la France, c'est le numéro 2 du régime Kadhafi, tu l'as dit, Abdallah Sinoussi, un pacte corruptif à Tripoli dont le but était le financement illégal de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Négocier un pacte, c'est pas une idée, c'est un acte. Ça s'est fait sur la foi de rendez-vous, deux rendez-vous. Un premier en octobre 2005 à Tripoli, secrètement, dans le dos de l'ambassade, entre Claude Guéant et le terroriste recherché par la France, Abdallah Sinoussi. Puis un second rendez-vous en décembre 2005 entre Brice Hortefeux, qui est, soit dit en passant, ministre des collectivités territoriales françaises sous l'autorité de Nicolas Sarkozy, avec le même terroriste, dans les deux cas avec l'agent de corruption Ziad Tekeddine. Tout ça pour dire quoi ? Que des réunions, c'est pas une idée. Ce sont évidemment des actes. D'ailleurs, l'association de malfaiteurs, dans la définition du code pénal, c'est les actes préparatoires d'autres délits. C'est pas les idées préparatoires, c'est pas le projet intellectuel, ce sont bien des actes. En l'occurrence, ici, les délits qui sont visés, c'est la corruption et le financement illicite de campagne. Déjà, rien que ça, pour manifestement beaucoup de commentateurs, de commentatrices, d'éditorialistes, c'est pas grave. Aller négocier avec un terroriste qui a tué 170 personnes, c'est-à-dire plus que le nombre de victimes du Bataclan, de l'argent noir pour un financement de campagne électorale, déjà, c'est pas grave. Mais ça va plus loin. Le tribunal a dit que la partie libyenne, le régime Kadhafi, a honoré sa partie du pacte puisqu'ils ont effectivement versé 6,5 millions d'euros pour financer la campagne de Nicolas Sarkozy. Ça aussi, c'est un acte et pas une idée. Et justement, sur cette question du financement, eh bien, la question est beaucoup revenue, le sujet est beaucoup revenu. Des éditorialistes, des commentateurs nous ont dit qu'il n'y a pas eu d'argent qui est venu dans la campagne, d'argent libyen venu dans la campagne. Il n'y a donc pas de financement libyen. On va écouter, par exemple, le politologue Jérôme Jaffray sur le plateau de C'est dans l'air sur France Télévisions. Il s'est dit choqué, bouleversé, un peu avant dans l'émission, et il pense que la justice s'est payée un ancien président de la République. Le mot malfaiteur appliqué à un ancien président de la République. Est-ce qu'il y a une politisation de la justice ? Est-ce que la justice a rendu le verdict qu'elle aurait rendu pour quelqu'un d'autre ? À partir du moment où on n'a pas trouvé trace de cet argent dans la campagne électorale de Nicolas Sarkozy, dans son patrimoine, dans son train de vie, on peut se dire, est-ce que la justice n'a pas appliqué une sévérité parce que c'est la politique qui est en cause, c'est-à-dire la justice se paye la politique dans cette affaire. Autrement dit, il n'y a pas d'argent libyen, il n'y a pas de financement, il n'y a rien, donc une justice d'exception pour Nicolas Sarkozy. Oui, les commentateurs, Jérôme Jaffray en tête, peuvent évidemment penser ce qu'ils veulent. Le problème, c'est qu'ils adossent leur raisonnement sur des faits qui sont parfaitement inexacts. D'abord, le tribunal, vous l'avez compris, j'ai dit qu'il y avait un pactole libyen, 6,5 millions d'euros qui ont été effectivement versés pour financer la campagne. Eh bien, le tribunal l'écrit noir sur blanc. J'ai repris la citation qu'il y a dans le jugement. Le pactole libyen, je cite, 2 points ouvrés les guillemets, a donné lieu à des retraits d'espèces importants dans une temporalité compatible avec la campagne électorale. Mais ça va encore plus loin. On a retrouvé des espèces illégales dans la campagne qui ont circulé au QG de campagne de Nicolas Sarkozy et au QG de l'UMP. Le trésorier de la campagne, Éric Woerth, a donné des explications que c'était des militants qui avaient envoyé anonymement par la poste ces grosses coupures. Le tribunal dit, je le cite, que les explications d'Éric Woerth sont, ouvrez les guillemets, dénué de toute crédibilité et qu'il n'apporte aucun crédit à ce qu'a dit Éric Woerth. Et pour autant, Éric Woerth comme Nicolas Sarkozy sont relaxés du délit de financement illicite de campagne, ce sur quoi s'adossent beaucoup de commentateurs. Alors là, il faut un tout petit peu expliquer pourquoi. Le code pénal nous dit que le délit de financement illégal de campagne ne peut être commis que par une seule personne. C'est le candidat, en l'occurrence Nicolas Sarkozy. Le tribunal nous dit qu'il y a des espèces illégales qui ont circulé, que Éric Woerth, trésorier, aurait dû les déclarer et que ces explications sont complètement fantaisistes. Pour autant, le tribunal dit nous n'avons pas de preuve que Nicolas Sarkozy savait
pour la circulation des espèces. Comme nous n'avons pas cet élément, nous devons relaxer Nicolas Sarkozy. Comme c'est l'auteur principal, en droit français, on ne peut pas condamner le complice, même s'il a commis le délit, si l'auteur principal n'est pas condamné. Donc la relaxe de Nicolas Sarkozy entraîne celle d'Éric Woerth. Et puis pour en terminer, le tribunal nous dit qu'il ne ressort pas de manière indubitable de la procédure que les sommes retirées en espèces qui proviennent du pactole libyen versées pour financer la campagne seraient issues des fonds libyens. Et là, et pour cause, on n'a pas d'empreinte d'Abdallah Senussi ou de Mouammar Kadhafi sur les billets, pas plus qu'on a, je crois, de selfies de la valise qu'aurait remise Ziad Takieddine à des proches de Nicolas Sarkozy. Troisième affirmation, c'est un peu toujours la même veine, mais c'est une autre version. Il n'y a pas de preuves. L'argument, il a été repris sur de nombreuses antennes, parfois même dans le questionnement des journalistes, on verra un peu plus tard. Et c'est aussi celui des avocats de Nicolas Sarkozy qu'on a vraiment beaucoup vu sur les plateaux télé depuis une semaine, ici par exemple sur BFM TV. Le sujet devant le tribunal, c'est est-ce qu'il y a des preuves de ce que le tribunal avance ? Non, il n'y en a pas. C'est ça qui est très dur pour nous. Voilà, Fabrice, il n'y a pas de preuves. Oui, c'est très dur pour l'équipe de défense de Nicolas Sarkozy, c'est bien normal, mais dans un dossier d'une telle magnitude, je crois pouvoir dire qu'on a rarement vu autant de preuves matérielles. D'abord, les virements bancaires dont j'ai parlé, l'argent que le régime libyen a financé pour honorer le pacte corruptif, les virements ont été retrouvés. Ça, c'est un élément matériel, c'est ce qu'on peut appeler une preuve. Il y a dans le dossier une preuve déterminante. Ce sont les fameux carnets de Choukri Ghanem, un ancien dignitaire libyen, Premier ministre, qui consignait les versements pour la campagne de Nicolas Sarkozy. C'est une preuve déterminante parce que c'est une preuve qui date de 2007, qui donc prouve que les accusations de financement ne viennent pas avec la guerre de 2011, et puis ça prouve l'intentionnalité du régime pour financer la campagne. Ça aussi, c'est un élément matériel. Les retraits d'espèces dont j'ai parlé, ils sont consignés dans les banques. Ça, ce sont bien également des preuves, mais on a aussi toutes les archives des intermédiaires, qu'on peut aussi appeler les agents de corruption. Il y a eu 52 perquisitions dans le dossier. On a retrouvé des documents au ministère de l'Intérieur, à la présidence de la République. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'éléments matériels dans ce dossier. Ce sur quoi essayent de jouer notamment les avocats de Nicolas Sarkozy et toute la cohorte de leur soutien, y compris médiatique, c'est de dire on est condamné sur la foi d'un faisceau d'indices. Et ça, c'est important pour celles et ceux qui nous regardent. En droit pénal, le faisceau d'indices, il est grave, précis et concordant. On a l'impression qu'un indice, c'est un truc comme ça qui flotte, qui ne pèse pas lourd. Mais un élément matériel, c'est un indice. Et le faisceau grave, précis et concordant de ces indices, c'est ce qui forme la preuve. Quatrième affirmation, en fait, Nicolas Sarkozy n'a pas été condamné pour corruption. Il n'y a donc pas de pacte de corruption, comme l'affirment les juges. Cet argument, on l'a entendu en fait dès le matin de sa condamnation, avant même l'annonce de sa peine, par exemple ici sur le plateau de BFM TV. Dans le réquisitoire, on parlait quand même d'un décisionnaire, le véritable commanditaire, un pacte de corruption avec le dictateur Kadhafi. En fait, tout ça tombe. Tout ça tombe, nous dit la présentatrice de BFM TV. Il n'y a pas de corruption dans ce dossier. Alors, il y a une subtilité qui est très importante d'un point de vue factuel et juridique de comprendre pour celles et ceux qui nous regardent. Le tribunal dit il y a un pacte corruptif. Il est même niché au cœur de l'association de malfaiteurs puisque c'est ce qui a été négocié avec le terroriste Abdallah Senussi par les hommes de Nicolas Sarkozy, notamment son directeur de cabinet, dont je rappelle que Nicolas Sarkozy a dit à la barre du tribunal qu'un directeur de cabinet exécute tout ce que lui demande le ministre, sur une question maligne de la présidente du tribunal. Mais ça va même plus loin. Le tribunal dit qu'il y a des contreparties à ce pacte corruptif. Elles sont de 3 ordres. Réaccompagner la Libye, l'ancien État paria, dans le concert des nations, ça pouvait coûter très cher et Mouammar Kadhafi était prêt à verser beaucoup pour ça vis-à-vis de la France, qui est quand même le pays de la Déclaration des droits de l'homme. Deuxième contrepartie entérinée par le tribunal, promettre de regarder la situation pénale du terroriste condamné en France, ce qui a été fait. Et troisième contrepartie, vendre du nucléaire au dictateur Mouammar Kadhafi. Alors pourquoi Nicolas Sarkozy a, en dépit de tout ça, été relaxé pour corruption? Parce qu'il a été relaxé. Il y a un raisonnement juridique très subtil du tribunal qui nous dit que Nicolas Sarkozy n'a pas négocié le pacte corruptif qui pourtant existe en tant que ministre de l'Intérieur, donc il n'était pas dépositaire de l'autorité publique. Il l'a négocié en tant que candidat, donc il n'est pas dépositaire de l'autorité publique. Or, pour qu'il y ait corruption, il faut qu'il y ait déposition de l'autorité publique. Et le tribunal nous dit que cette déposition ne commence qu'à partir du moment où il devient président
et nous n'avons pas d'acte positif qui montre qu'il a honoré le pacte qui pourtant existe depuis 2005. 5e affirmation, Fabrice, la justice s'est montrée particulièrement sévère parce qu'elle a appliqué à Nicolas Sarkozy la peine maximale prévue dans le cadre de l'association de malfaiteurs. Un argument entendu très tôt aussi le jeudi matin sur BFM et aussi dans la bouche de cet avocat, M. Grégory Lévy. C'est une aberration juridique, dans le sens où le tribunal a écarté une majorité des qualifications pénales, n'en retient qu'une, qui est quand même la plus faible. Et il choisit la peine maximale. Et il choisit la peine maximale, donc il prend la peine encourue au maximum du quantum. Voilà, la peine maximale. Oui, alors il faut que cet avocat qui, à ma connaissance, n'est pas venu assister aux audiences et n'avait pas de clients dans la salle, retourne à ses chères études, puisque l'association de malfaiteurs, la peine maximale, c'est 10 ans. Nicolas Sarkozy a été condamné à 5 ans. 6e affirmation dans la tranche info Marshall Truchot sur BFM TV. La peine de prison est incompréhensible, nous dit le présentateur, car Nicolas Sarkozy, dit-il encore, a un casier vierge. Pourquoi ce mandat de dépôt ? Parce que je regardais, c'est une affaire qui remonte à 18 ans. Oui. Pour l'instant, Nicolas Sarkozy, même s'il est impliqué dans de nombreuses affaires, a un casier judiciaire vierge. Fabrice, la justice aurait dû être plus clémente puisqu'il a un casier judiciaire vierge. Alors non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En réalité, Nicolas Sarkozy a un casier judiciaire vierge au moment où il commet les faits pour lesquels il est condamné dans l'affaire libyenne. En 2005. Évidemment, il a fait appel, il est de nouveau présumé innocent. Mais Nicolas Sarkozy n'a plus de casier judiciaire vierge aujourd'hui, puisqu'il a été définitivement condamné en droit interne français pour corruption dans l'affaire Bismuth, où là, il n'est pas le corrompu, il est le corrupteur, puisqu'il a corrompu, d'après la justice, un magistrat de la Cour de cassation. L'affaire Bismuth, elle est née de l'affaire des financements libyens. Donc, le mandat de dépôt, il n'est pas prononcé par rapport à son casier judiciaire qui serait vierge ou pas vierge. C'est pour 2 raisons qui ont été, je crois, très bien expliquées par le tribunal. D'abord, la gravité exceptionnelle des faits que manifestement peu de gens sur les plateaux de télé ne veulent regarder. Et c'est une citation de la juge. Gravité exceptionnelle, c'est une citation du tribunal. Négocier un pacte corruptif pour un financement occulte de campagne électorale avec un terroriste. Mais il y a une deuxième raison. C'est l'attitude de Nicolas Sarkozy vis-à-vis de ses condamnations et surtout de sa condamnation définitive pour corruption, où au tribunal, il a quand même assisté au procès libyen avec un bracelet au pied à cause de cette condamnation, et il a continué, 1, de la minorer, 2, de mettre en cause l'institution judiciaire. C'est l'une des raisons de son mandat de dépôt. Et bien sûr, Fabrice, le travail de Mediapart a été mis en cause. Alors, pourquoi pas qu'il soit questionné, on s'en explique, c'est la vie, c'est même très sain. Le problème, c'est que ça a souvent été avec des arguments mensongers, de mauvaise foi ou carrément dangereux, avec en particulier cette focalisation sur une note libyenne datant de 2006 que Mediapart a publiée en 2012, qui est une promesse de financement du régime de Kadhafi pour la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Une note dont la juge a estimé qu'elle était, je cite, probablement un faux. Une note dont certains journalistes ont dit qu'elle était à l'origine de l'affaire. Donc Mediapart était vraiment à l'origine de l'affaire. Olivier Truchot, encore lui, sur BFM. La note de Moussa Koussa sur le financement libyen qui fait démarrer cette affaire, qui est effectivement publiée en 2012 alors qu'on est pendant la campagne présidentielle. Fabrice. Alors, c'est doublement faux. D'abord, les premières révélations de Mediapart, c'est en 2011. La note Moussa Koussa est révélée en 2012, mais l'enquête judiciaire est ouverte en avril 2013, sans lien avec la note Moussa Koussa et sa révélation d'un point de vue de calendrier. En réalité, ce sont des déclarations de l'agent de corruption Ziad Takedine à la télé, notamment sur le plateau de Laurent Ruquier, On n'est pas couché, qui ont accéléré l'ouverture de l'enquête par le parquet de Paris, qui a ouvert une information judiciaire en avril 2013. Une note qui, par ailleurs, a donné lieu, alors déjà, à beaucoup de commentaires, mais surtout à des accusations outrancières de, je cite, complot, lancées par Nicolas Sarkozy, répétées par ses soutiens. Il a été dit clairement dans la décision que le document produit par Mediapart était un faux. Ça pose donc une question grave ce soir, c'est-à-dire la collusion frauduleuse, et mon terme est volontaire, qui existe entre certaines personnes dans l'autorité judiciaire et des médias qui se croient tout permis. Mediapart a produit quand même la plus grande fake news des 15 dernières années. Je ne comprends pas que ces gens-là, aujourd'hui, ne soient pas devant le tribunal. Tout est parti du document de Mediapart. La persécution du judiciaire a commencé là. Donc, si quelqu'un devait être condamné, ce sont les journalistes de Mediapart. Et Louis Plenel ?
Mais j'en sais rien, j'en fiche. Fabrice, on vient sur le fond de cette question de la note juste après, mais d'abord sur cette idée quand même d'accusation très grave, l'idée d'un complot de Mediapart. Mediapart qui vit sur des fake news et qui aussi vit dans un complot avec la justice contre Nicolas Sarkozy. Le seul complot qu'il y a dans cette affaire, c'est celui pour lequel Nicolas Sarkozy et ses soutiens ont été condamnés. Puisque aller négocier avec un terroriste un pacte corruptif pour le financement illégal de la campagne en 2005 dans le dos de l'ambassade, c'est un complot contre la République. Mais c'est même un complot contre la loi. Et les complots, ça existe parfois même avec la justice. C'est vrai, c'est l'affaire Bismuth. Je l'ai rappelé tout à l'heure. Nicolas Sarkozy a été condamné pour corruption pour avoir corrompu un haut magistrat. C'était une forme de conspiration contre la justice. Donc s'il y a complot dans cette affaire, c'est pas du côté de Mediapart qu'il faut le chercher. Et sur le fond de cette note, donc, on l'a dit et redit depuis une semaine, tu vas nous le redire, non seulement elle n'est pas à l'origine de l'affaire, tu l'as dit, mais en plus, la justice a déjà estimé que ce n'était pas un faux, elle s'est déjà prononcée. Oui, il y a un commentaire du tribunal dans le jugement, avec cette expression très bizarre, probablement faux, qui va à l'encontre de l'autorité de la chose jugée, puisqu'on l'a dit, on le redit, on le répétera. Mediapart, après 4 ans d'enquête très poussée, a gagné son procès face à Nicolas Sarkozy et à Brice Hortefeux. La Cour de cassation en 2019, c'est-à-dire la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, ayant dit que ce n'était ni un faux matériel, ni un faux intellectuel. Mais il y a probablement, pour reprendre l'expression du tribunal, une erreur de date dans le document au sujet d'une réunion qui a vraiment existé. C'est la fameuse réunion entre Brice Hortefeux et le terroriste Abdallah Sinoussi. On a déjà expliqué pourquoi il y avait probablement une erreur de date, parce que dans énormément de documents libyens, il y avait des erreurs de date et l'administration libyenne était rendue folle par une foucade du dictateur Kadhafi qui avait imposé un calendrier révolutionnaire, une sorte de thermidor libyen qui était unique au monde. Aucun pays arabe en termes de calendrier musulman avait le même calendrier. Quand il fallait convertir dans le calendrier chrétien, il y avait souvent des erreurs. Évidemment, une erreur de date, ça n'a jamais fait un faux. Mais pour conclure sur cette note, nous avons quand même une note qui évoque un financement qui a été retrouvé au sujet d'une réunion qui a existé, avec des protagonistes qui ont tous été condamnés. C'est fort pour un faux, quand même. Fabrice, cette note, elle est par exemple l'objet de beaucoup de supputations. Par exemple, en ce moment, un article du Point. Et c'est assez symptomatique. Dans ce long article du Point, tu as dénoncé, et ton billet de blog, il est en ligne là sur Mediapart, pas moins de 19 erreurs factuelles sur cette note. Alors, on va pas tous les résumer ici, mais qu'est-ce que ça nous dit ? 20 erreurs factuelles. 20 erreurs factuelles que le Point refuse de corriger. En fait, l'article du Point, c'est comme un condensé de tout ce qu'on est en train de se dire. Et moi, ce qui m'a beaucoup surpris dans cette opération, parce que c'est une opération. C'est une opération. En tout cas, le jugement est tombé le 25 septembre. C'était un jeudi en milieu de journée, vers 13h. J'ai reçu le vendredi matin, alors que nous n'avions pas encore les éléments du jugement précis, une liste d'une bonne dizaine de questions d'un journaliste du Point le vendredi à 10h du matin, qui dessinait une sorte de récit très précis de ce qui allait être écrit. J'ai répondu exhaustivement, très longuement à toutes les questions qui étaient bourrées d'inexactitudes. Aucune de nos réponses n'a été prise en compte par le journal Le Point. C'est pourquoi nous avons répondu simplement que pour au moins les lectrices et les lecteurs du Point voient à quel point ils sont désinformés dans cet article. Et vous pouvez donc lire ça sur Mediapart, c'est en accès libre. Très rapidement, Fabrice, cette semaine, il y a encore eu un peu de créativité, pas mal, beaucoup même de créativité sur les chaînes d'infos. Par exemple, avec cet argument ici développé par l'éditorialiste Christophe Barbier, Nicolas Sarkozy, en fait, n'a pas été jugé par le bon tribunal. Nicolas Sarkozy n'aurait pas dû comparaître devant un tribunal correctionnel pour cette affaire. C'est vrai, les faits qui lui sont reprochés, c'est d'avoir envoyé des collaborateurs, peut-être en Libye pour négocier, peut-être un pacte, mais il était ministre de l'Intérieur à ce moment-là. Il relève donc de la Cour de justice de la République. Il a raison. Et toc, Fabrice. Alors ça, c'est pas une idée de Christophe Barbier, en fait, c'est un argument de Nicolas Sarkozy. C'est un argument de défense de Nicolas Sarkozy qui a le droit de soulever tous les arguments de défense pour protester de son innocence. Il l'a soulevé plusieurs fois. À l'instruction, il a perdu. Jusque devant le tribunal, il a perdu. Non, il ne relève pas d'une justice d'exception. C'est ça, la Cour de justice de la République. C'est une justice d'exception dont manifestement M. Barbier rêve pour les hommes politiques. En l'occurrence, là, les actes commis sont détachables de la fonction.
Donc Nicolas Sarkozy ne relève pas de la CJR, contrairement à ce que dit avec beaucoup d'assurance Christophe Barbier. On a enfin entendu beaucoup de voix s'émouvoir que Nicolas Sarkozy soit envoyé en prison, car comme il l'a dit lui-même, on connaît son adresse, il ne peut pas récidiver. 2 exemples médiatiques. Le premier, c'est la chroniqueuse Isabelle Saporta sur RTL. Puis pour parfaire le tableau de l'humiliation faite davantage à la France, dont il a été le magistrat suprême qu'à l'homme, on prend un mandat de dépôt avec exécution provisoire. Autant dire qu'on cherche à le mettre en prison le plus tôt possible. Pourquoi ? Craignait-on qu'il ne s'enfuit ? Pour bien connaître le président Sarkozy, ça n'est pas tellement son genre de fuir un combat. On aurait donc pu lui éviter cette infamie. On aurait pu lui éviter cette infamie. Le deuxième, c'est cet échange où le président du tribunal judiciaire de Paris est invité de France Inter. Alors, c'est très très rare. Il explique que ce mandat de dépôt, c'est-à-dire que le fait que Nicolas Sarkozy va aller en prison prochainement, c'est plutôt habituel en fait, et que cette question de la récidive, en l'occurrence, n'a pas beaucoup de sens. C'est technique, oui, mais c'est important. Le journaliste Benjamin Duhamel, qui l'interroge, vous allez voir, est assez pressé par le temps, semble pressé par les temps, et il écoute à peine cette réponse pourtant importante. J'ai l'impression que les uns et les autres découvrent la réalité de la justice de notre pays. Mais tous les jours, va aller en comparution immédiate. Les personnes sont incarcérées alors qu'elles peuvent faire appel, alors qu'elles sont dans le délit d'appel. Souvent parce qu'ils présentent un risque de trouble à l'ordre public, un risque de récidive, un risque pour la sécurité des Français. Oui, alors ça va être un peu technique, mais ces critères sont les critères avant le jugement. C'est le critère de l'article 144. Après le jugement, on n'est pas dans la question de la réitération ou la question des risques de pression. C'est la question de la gravité exceptionnelle des faits. C'est pas la même motivation. Quand on vient dire, non mais c'est important, la motivation d'un mandat de dépôt avant le jugement et après le jugement n'est pas le même en procédure pénale. Voilà, là on l'a perdu, Benjamin Duhamel. Pourtant, c'est très important puisque c'est une explication technique, juridique d'une question qui est très soulevée dans tous les médias. Et bien sûr, et c'est normal qu'on discute de l'application du droit. Est-ce que c'est sévère, trop sévère, mandat de dépôt? Mais qu'est-ce que ça nous raconte ? Ça nous raconte une haine de l'égalité devant la loi d'un certain nombre de commentateurs et de commentatrices qui, au lieu d'aller au tribunal, regarder comment ça se passe pour tous les citoyens, je veux dire, quasiment 90% des personnes condamnées à plus de 2 ans de prison ferme, il y a un mandat de dépôt. Donc Nicolas Sarkozy est condamné comme n'importe quelle Française et Français avec 5 ans de prison ferme pour des faits d'une gravité exceptionnelle, comme l'a bien expliqué le président du tribunal de Paris. Et pour moi, c'est ça que nous raconte cette séquence. C'est qu'il y a des personnes qui ne supportent pas l'idée que des politiques puissent être traités quand ils mordent la ligne du code pénal comme n'importe qui. Pourtant, la démocratie, il me semble que c'est cela, le régime du n'importe qui. Fabrice, en effet, Nicolas Sarkozy, finalement, c'est un justiciable comme les autres. Et c'est vrai qu'il y a des proches de Nicolas Sarkozy qui ont dit qu'en fait, il devait être jugé différemment, d'une certaine façon. C'est exactement ça. On est au cœur d'une pathologie française qui se niche dans une maladie du commentariat médiatique qui, plutôt que de regarder ce que nous racontent les affaires de corruption, des atteintes à la probité dans notre pays, préfère faire la torture romaine pour défendre la personne qui est quand même un délinquant au regard du droit français puisqu'il a été condamné définitivement dans l'affaire Bismuth. Et ça, c'est vrai que c'est triste. Avant de recevoir à nos invités, concernant ces attaques contre Mediapart, les co-directrices éditoriales de Mediapart, Lénaïque Bredou et Valentine Auberti, ont répondu dans un texte en accès libre publié dimanche sur Mediapart intitulé « Jugement Sarkozy, la piteuse diversion contre Mediapart ». C'est en accès libre. Elles écrivent « Depuis jeudi 25 septembre, l'ancien président de la République multiplie les attaques contre Mediapart pour tenter de faire oublier sa condamnation qui est lourde à 5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt différé et aux motivations du tribunal évoquant une affaire d'une exceptionnelle gravité. Nicolas Sarkozy tente par tous les moyens de faire diversion et une partie de la classe politique et médiatique s'engouffre dans la brèche. L'attitude de Nicolas Sarkozy, sa violence habituelle, ses attaques incessantes contre la liberté de la presse et l'état de droit ont des conséquences alarmantes. Et elles poursuivent. Depuis jeudi, des magistrats sont menacés. 2 enquêtes ont même été ouvertes. Nos journalistes reçoivent des messages haineux. Ce climat infect doit cesser. La presse doit pouvoir travailler librement, en toute indépendance et en toute sécurité. Donc je l'ai dit, texte on va retrouver en accès libre sur Mediapart. Ce climat infect doit cesser, disent-elles. Elle parle aussi de messages haineux que nous avons reçus. Qu'en est-il, Fabrice ? Oui, on a reçu au journal, j'en ai reçu de manière personnelle, sur des messageries personnelles, des menaces de mort.
fort. Donc ce qui est en train de se dire sur l'autel du n'importe quoi n'est pas sans conséquence. La présidente qui a jugé, alors que c'est quand même une décision collégiale, ce sont 3 magistrats qui ont jugé et menacé de mort, des enquêtes ont été ouvertes. Et comme nous l'avons été également, nos avocats sont en train de rédiger une plainte pour qu'effectivement tout cela cesse. Voilà, merci Fabrice pour ce premier tour d'horizon. On va recevoir nos invités. Sur toute cette affaire, on vous incite vraiment à relire nos articles, près de 200 depuis 14 ans. On est peut-être d'ailleurs à 200 maintenant. Et de voir le film Personne n'y comprend rien, réalisé par Yannick Kergoat, qui est disponible en VOD sur Mediapart. Tu restes avec moi, on accueille nos invités. Mediapart. Dans cet extrait, Fabrice Arfi rappelle d'abord un point clé. Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et Brice Hortefeux ont été condamnés pour avoir négocié, en 2005, un pacte corruptif avec le numéro 2 du régime Kadhafi, un homme condamné pour terrorisme, afin de financer illégalement la campagne de 2007. Ce ne sont pas des suppositions, ce sont des rendez-vous précis, des actes, pas des idées. Arfi démonte ensuite l'argument « il n'y a pas d'argent libyen » ou « il n'y a pas de preuves ». Les juges parlent d'un pactole de 6,5 millions d'euros, de retrait d'espèces compatibles avec la campagne, de documents bancaires, de carnets libyens, de perquisitions qui ont retrouvé des traces jusque dans les institutions françaises. En droit, tout cela forme un faisceau d'indices graves, précis et concordants. C'est ça la preuve. Il répond aussi aux attaques contre Mediapart. La fameuse note libyenne n'est pas à l'origine de l'affaire, et Mediapart a gagné son procès contre Sarkozy jusqu'en cour de cassation, qui a jugé que ce document n'était pas un faux. Enfin, Arfi montre que cette affaire pose une question démocratique. Accepte-t-on qu'un ancien président soit jugé comme un citoyen ordinaire quand il franchit la ligne du code pénal ? Dans la prochaine vidéo, nous décrypterons la prise de position de Ségolène Royal sur cette même affaire. Bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Vous êtes bien sûr ancienne candidate à l'élection présidentielle, ancienne ministre du Développement durable. On va parler de la COP30 qui vient de s'ouvrir au Brésil et puis surtout de votre livre qui s'appelle « Mais qui va garder les enfants » chez Fayard. C'est un livre pour les générations qui arrivent. Oui. D'abord, un mot sur l'actualité. En 2007, vous affrontiez Nicolas Sarkozy qui va gagner l'élection présidentielle face à vous. Nicolas Sarkozy qui est libéré aujourd'hui et qui va aller en appel. Quelle est votre réaction à cette libération de Nicolas Sarkozy ? Je pense que la libération était attendue. Elle correspond d'ailleurs à la jurisprudence et au fonctionnement des tribunaux. Donc je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Si ce n'est sur la désolation devant le monde entier, qu'un ancien président de la République ait pu être condamné pour corruption et pour tricherie dans une campagne présidentielle. Ça fait quand même mal au cœur dans un pays qui donne des leçons de démocratie au monde entier et qui surtout a mis en place des financements publics des campagnes électorales. Donc les électeurs et les citoyens sont en droit d'attendre des campagnes électorales honnêtes, sans dépasser les comptes de campagne et sans aller chercher de l'argent ailleurs, surtout dans des régimes auprès de terroristes. Et c'est ça qui est désolant par rapport au devoir moral d'exemplarité de la République française. Oui, 3 semaines de prison pour un ancien président de la République, c'est inédit. Bien sûr que c'est inédit. C'est même très troublant. Vous voyez, mon livre qui porte sur les angoisses de la nouvelle génération, qui est confronté même à un événement comme ça. Où sont les repères ? Je veux dire, si ceux qui nous dirigent et qui nous président et qui ont cette chance ne sont pas en même temps des repères de l'ordre républicain et de l'exigence morale. C'est très déstabilisant pour les jeunes. Oui, ça vous a surpris, cette incarcération de Nicolas Sarkozy, qui est toujours, je le précise, présumé innocent puisqu'il a interjecté appel. Je pense qu'il n'y a pas à être surpris d'une décision de justice. Je rappelle que parfois ça a été caricaturé. Il y a plus d'une centaine de magistrats. Ce n'est pas une magistrate seule qui en plus a été attaquée, menacée.
Et il y a une centaine de magistrats au cours de l'ensemble des procédures, puisque Nicolas Sarkozy a utilisé tous les moyens de droit, c'est son droit, l'appel, la cassation, y compris sur chaque élément de procédure. Donc c'est pour ça que ça a duré 20 ans. C'est pas parce que la justice est lente, c'est parce qu'il a utilisé à chaque fois tous les recours possibles et imaginables pour retarder la décision. Et au total, le procureur le rappelait, il y a plus d'une centaine de magistrats qui se sont prononcés dans cette affaire. Donc je crois qu'il faut respecter la décision de justice, ne pas la remettre en cause, ne pas faire en sorte que les coupables se transforment en victimes et que finalement la décision de justice, c'est ce qui a sauvé la République française. Parce que les gens à l'extérieur se sont dit, finalement, la justice arrive quand même à fonctionner malgré ce pouvoir. Et c'est ça qui a sauvé la dignité de la République française. Oui, Nicolas Sarkozy qui a témoigné déjà avant de sortir de prison en disant que la prison était très dure, très éprouvante, qu'il avait souffert, qu'il avait découvert finalement ce que les prisonniers subissent. Et là, il va sortir. Vous dites, voilà, quel témoignage il peut apporter de ça? Moi, ce que je retiens surtout, c'est la souffrance des familles des victimes de l'attentat du DC-10. Dont on a finalement très peu parlé. Il y a eu 170 morts, dont plusieurs dizaines de Français, qui ont été partis à ce procès, qui avaient découvert donc, que les proches de Nicolas Sarkozy, dont un ministre, allaient rencontrer un terroriste qui était sous mandat d'arrêt international pour soutirer de l'argent, pour frauder dans une campagne. Et ça a été terrible. Et donc la condamnation, c'était aussi une façon de réparer le mal qui a été fait à ces familles. Oui, dans ce livre, vous parlez, je vous cite, d'abominables tricheries concernant cette campagne électorale. Vous dites aussi qu'en plus de la tricherie financière, il y a eu des opérations de barbouzerie dont vous avez été, dites-vous, victime et dont vous accusez directement l'ancien chef de l'État. Non, dont j'accuse au moins son équipe de campagne, puisque les plans de mon domicile ont été retrouvés chez le directeur de renseignement de l'époque, M. Squarcini. Et c'est vrai que mon domicile, d'ailleurs la presse en a fait écho, a été mise à sac 3 fois à des périodes clés des campagnes politiques. Les ordinateurs de mes équipes ont été dérobés toute la même nuit, le même jour. Donc il y a eu en effet des opérations en plus physiques de déstabilisation pendant cette campagne, de barbouzerie, oui. Oui, vous avez le sentiment que cette élection a été quelque part volée, que vous avez été victime de ça? Si vous voulez, en tout cas, la décision de justice qui montre qu'il y a eu une fraude financière massive. D'ailleurs, tous les observateurs nationaux et internationaux de la presse avaient observé l'écart entre la différence de moyens. Et vous voyez, la réparation morale théorique aurait dû être l'inversion finalement des résultats, si j'ose dire. Au moins, les Français auraient une présidente honnête et peut-être avec un bilan supérieur à celui qui a été laissé. Et en tout état de cause, toute tricherie dans une campagne est à la fois une trahison des propres électeurs de Nicolas Sarkozy, parce que si ceux qui l'ont désigné à la candidature avaient su ça avant, il n'aurait pas été désigné. Et donc je pense aussi aux électeurs de Nicolas Sarkozy et bien sûr à mes 17 millions d'électeurs qui ont découvert après coup que finalement la campagne n'était pas à armes égales. Mais vous pensez qu'il en est directement responsable de cette tricherie, ce que le tribunal n'a pas reconnu, puisqu'il n'a pas prouvé qu'il ait pu avoir connaissance de ces faits? Mais ce que le tribunal a simplement dit, c'est qu'il ne pouvait pas ignorer les contacts de ses proches avec un État terroriste et avec un terroriste, et il ne pouvait pas. Et le tribunal a démontré qu'il y avait en effet des rapatriements d'argent liquide qui ont servi à la campagne de Nicolas Sarkozy, et donc effectivement que ça suffisait pour établir la fraude électorale. Oui, on va commémorer les 10 ans des attentats du Bataclan, du Stade de France, des terrasses à Paris. Terrible, et là, c'est une déstabilisation de toute la région qui est la cause aussi de ces attentats. Bien sûr, puisque tous les bombardements en Libye ont considérablement déstabilisé cette région et ont été à l'origine de la création et de l'exaspération de mouvements terroristes qui ont mis du temps et qui ont fini par se venger. Et aujourd'hui encore, toute cette partie du monde est en état de désespérance et de chaos indescriptible. Et ça a impacté d'ailleurs tout le continent africain. C'est l'élimination de Kadhafi en particulier ? Oui, l'intervention en plus, oui bien sûr, le bombardement, l'intervention qui a eu lieu à ce moment-là, bien sûr.
Bien sûr, ça a été reconnu, ça a même été dit par Barack Obama en disant que ça avait été une décision catastrophique de la part de Nicolas Sarkozy. Et les conséquences sont encore là. Oui, quel sentiment on a 10 ans après Ségolène Royal, 10 ans après ces événements? C'est terrible. Quand on voit le témoignage des familles, c'est effroyable, quoi. C'est épouvantable. Et quand on se dit que finalement, c'était pas une fatalité, il faut gérer autrement les relations internationales. Et c'est ça qui est très dur. Et d'ailleurs, globalement, pour en revenir à la thématique du livre, tous ces événements, toute cette réminiscence des événements sont aussi très déstabilisatrices pour la jeunesse d'aujourd'hui. Oui. Quand je dis qui va garder les enfants, c'est bien sûr qui va garder les enfants de la patrie, d'une certaine façon, hein, qui va garder les enfants et qui va apaiser leurs angoisses, leurs craintes. Vous savez, pendant 2-3 jours, là, j'étais à Brive, à une dédicace de livres, mais tout le monde m'a dit la même chose. Vous savez ce que les gens m'ont dit? Mais où va-t-on? Mais qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Et les jeunes me disant, mais on est tellement angoissés, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Or, il y a une fierté d'attachement au modèle français, au modèle social français, à la culture française, à tout ce qui fait ce que nous sommes. Et aujourd'hui, on a l'impression que tout se délite, qu'il y a une espèce de décadence, de décomposition. Mais ce n'est pas une fatalité, ça. Dont la classe politique est responsable, diriez-vous, aujourd'hui? Par définition, un pays est confié à la responsabilité politique des décideurs. Donc, par définition, ils ont une responsabilité, ou alors il faut qu'ils fassent autre chose. Vous voyez, mais même sur la COP, regardez ce qui se passe sur la COP. On a fait la COP 30 qui ouvre à Belém au Brésil. Pourquoi est-ce qu'il y a encore ces grandes réunions internationales qui ne servent pas à grand-chose, qui coûtent très cher? Il y a quand même des dizaines de milliers de gens qui se déplacent. Il y a l'accord de Paris, qui a été fait maintenant il y a 10 ans. Donc, normalement, au lieu de faire encore des grandes réunions internationales où se succèdent des discours qui coûtent très cher, qui ont un bilan carbone catastrophique, mois après mois, il devrait y avoir un ordre du jour régulièrement sur les 70 coalitions qu'on a mis en place à ce moment-là, opérationnelles, c'est-à-dire les énergies renouvelables, le transport, la forêt, l'océan, le bâtiment, etc. Et voir mois après mois ce que les pays font effectivement. Il faudrait quelque chose de très opérationnel, de dématérialisé, de réunions à distance, où on rendrait compte régulièrement de ce qu'il y a. La COP 30 ne sert à rien, diriez-vous? Ça ne sert plus à rien, les COP. Au contraire, c'est même souvent un prétexte pour ne rien faire. C'est-à-dire, on dit, on va attendre la prochaine COP, on fera le discours à la prochaine COP. Quand vous entendez à cette COP-là, on dit, oui, il y a l'accord de Paris, il faut passer à l'action. Attendez, ça fait 10 ans, l'accord de Paris. Heureusement, d'ailleurs... Il n'y a pas eu les progrès attendus. Mais si, mais c'est ces progrès-là qu'il faut voir. Je vous donne un exemple. Il y a la coalition géothermie, oui ou non. Dans quel pays est-ce qu'on est monté en puissance sur la géothermie? Les énergies, toutes les énergies renouvelables. Il y a une coalition spécifique. Le bâtiment, l'isolation du bâtiment, la forêt, la replantation, la biodiversité, la question de l'océan. Donc il y a 70 actions opérationnelles. Donc ce qu'il faut, c'est des tableaux de bord maintenant, mois après mois, pour que chaque pays puisse dire, voilà ce qu'on a fait, voilà pourquoi aussi on est en difficulté pour faire telle et telle chose, voilà comment on lève les obstacles. Donc c'est quelque chose de très opérationnel, de créateur d'activités et d'emplois. Et je vais vous dire, la question climatique, c'est à la fois un problème majeur et c'est en même temps une solution majeure. C'est là où on peut à la fois sauver les économies, limiter les migrations, lutter contre l'extrême misère, gérer la question de l'eau, accéder à une agriculture durable. C'est des solutions à l'intérieur de la lutte contre le dérèglement climatique. C'est ça qui est extraordinaire sur ce sujet-là. Oui. Vous voyez, et donc il faut le prendre à bras-le-corps. Regardez en France, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des grands chantiers d'isolation des bâtiments que j'avais lancés d'ailleurs quand j'étais ministre de l'Environnement, qui ont été interrompus. J'avais créé le crédit d'impôt. Il y a 8 000 € de baisse d'impôt pour les gens qui faisaient des économies d'énergie et 16 000 € pour une famille, pour un couple. C'était pas efficace, ça. C'était très efficace. Ça coûte rien administrativement. Ils ont remplacé ça par des systèmes de chèques qui sont fraudés, qui sont truandés. Les entreprises ne sont pas payées. Pourquoi ? Oui, pourquoi casser ce qui marchait bien, vous voyez ? Là, en ce moment, on parle budget, recettes, sécurité sociale à l'Assemblée nationale, pas de majorité, mais le Parti socialiste qui permet au gouvernement Le Cornu de rester finalement en place. C'est une bonne chose, cette stabilité-là ? Je pense que le Parti socialiste a fait ce qu'il fallait, notamment en obtenant la suspension de la réforme des retraites. Moi, je ne serais pas allée jusqu'à rentrer dans cette course à la fiscalité.
Je pense que la question fiscale et le fait d'entendre, que les gens entendent qu'il va y avoir plus d'impôts, alors que déjà nous sommes dans un pays surimposé, il y a un problème de justice fiscale, ça c'est vrai, mais j'aurais préféré qu'on reporte ces sujets-là à l'élection présidentielle plutôt que de courir là sur toujours plus d'impôts. Ça passe, je pense, très très mal auprès des gens. Et puis la deuxième chose, c'est qu'à force de passer des heures et des heures sur ces débats, parce qu'ils prennent beaucoup de temps, on passe à côté des sujets cruciaux. Aujourd'hui, le sujet crucial, c'est la hausse des prix. On nous raconte qu'il n'y a pas d'inflation. C'est pas vrai. Ceux qui font, si vous faites vos courses, vous voyez très bien qu'il y a une hausse du prix des produits alimentaires. Ça, c'est une vraie angoisse pour les Français. Ils ont eu peur, on vient de leur dire, les découverts bancaires seront interdits de la part d'un gouvernement qui a fait 3 000 milliards de dettes. Interdire les découverts bancaires, alors finalement, il paraît que c'est faux, etc. Mais on fait peur aux gens, ça c'est inadmissible. Et puis le coût de l'énergie. Il faut sortir du marché européen de l'énergie pour que les Français payent l'électricité au niveau de la productivité, de la productivité énergétique française. Et ça, c'est pas normal qu'on nous impose de nous imposer sur l'Allemagne, par exemple, pour augmenter les prix de l'énergie. Ça, c'est l'élection présidentielle va devoir trancher aussi tous ces sujets. On voit aujourd'hui que le Rassemblement national et la France insoumise votent contre, veulent la chute d'Emmanuel Macron, tandis que le Parti socialiste, macroniste, centriste, républicain, maintiennent finalement le cap. Oui, parce que le coût d'une dissolution aurait été très important économiquement. Il y aurait une incertitude économique violente. Et ça, on ne peut pas se permettre ça dans un pays comme le nôtre aujourd'hui, aussi fragile, avec une dette telle qu'elle a. Mais ce qu'il faudrait, c'est que le gouvernement arrête de faire des bêtises aussi, parce que l'accord avec le Mercosur sur les agriculteurs... Emmanuel Macron est pour désormais. C'est quand même inadmissible. À la COP 30, en plus le contraste est quand même flagrant, à la COP 30, il annonce qu'il va y avoir l'accord avec le Mercosur, c'est-à-dire des transports de nourriture, notamment issus de l'élevage, qui vont traverser, qui viennent des antipodes, avec un bilan carbone catastrophique, des normes sanitaires inférieures aux nôtres, une concurrence déloyale avec nos éleveurs, mais c'est inadmissible. C'est inadmissible. Déjà, on a la destruction de tous les bourgs-centres, avec la destruction de toutes les filières textiles et de tout le commerce, finalement, de proximité, à cause des ventes sur les plateformes qui n'intègrent pas. Est-ce que vous trouvez normal que le patron d'Amazon soit si riche? C'est pas normal. C'est absolument normal. Il y a un siphonnage de la création de valeur sur ces plateformes. Pourquoi? Parce qu'elles ne payent ni la pollution qu'elles engendrent, ni la pollution des transports, ni l'utilisation des routes. Enfin, après, il faut bien mettre les paquets sur les camions. Les camions, ils empruntent les routes. Ils ne payent pas les routes, Amazon. C'est le contribuable français qui paye les routes, et ça dans tous les pays, ni la gestion des déchets. Oui. Par exemple, le recyclage des déchets, des emballages, qui paye ça? C'est notre taxe d'enlèvement des déchets. Donc si ce qui venait des plateformes internationales intégrait la totalité des coûts de gestion, de transport, de pollution, de réchauffement climatique, de gestion des déchets, d'utilisation de l'eau, mais ils ne détruiraient pas nos commerces. Il faudrait interdire Shein, la plateforme qui a vendu des poupées pédopornographiques. Mais bien sûr, mais c'est avant qu'il fallait le faire. Il le savait, le gouvernement. Là, il se précipite aux douanes c'est ridicule, pour contrôler le vernis à ongles. Attendez, ils ont donné l'autorisation. Vous croyez que ça se fait comme ça, tout seul, l'arrivée à Paris au BHV? Il y a des autorisations qui sont données. Donc ils ont donné cette autorisation, ils savent que les produits ne sont pas conformes aux normes, et notamment tous les produits de cosmétiques, etc., qui intègrent des produits cancérigènes, qui ne sont pas aux normes européennes, les jouets toxiques pour les enfants, y compris pour les bébés. On a trouvé des jouets, des sucettes pour les bébés, pour faire les dents, là, qui sont toxiques, et ils font semblant de découvrir que les autorisations ont été données. Donc c'est irresponsable. Oui. Et la jeune génération ne comprend pas. Elle se dit, attendez, il y a l'Europe, on nous dit qu'il y a des normes, qu'on est protégé, qu'il y a la réglementation. On subit cette réglementation parfois, effectivement, en termes de concurrence déloyale. Et ça ne sert à rien, puisque les marchés sont ouverts à tous les vents des productions qui ne respectent pas ces normes. Oui, parce qu'il y a un réel besoin en matière de pouvoir d'achat et que ces plateformes vendent des produits, évidemment, à moindre coût. Bien sûr. Mais si elles étaient à leur prix, elles ne seraient peut-être pas à moindre coût.
Si le prix, vous voyez, si la marchandise intégrait les coûts de tout ce que je vous dis, le coût du transport, le coût de la pollution, le coût du dérèglement climatique, le coût de l'utilisation des routes, le coût du recyclage des déchets, le coût du recyclage des emballages, elle ne coûterait pas si peu cher. Oui. Donc finalement, elles se font de l'argent sur le consommateur. C'est le consommateur qui paye ces coûts des plateformes internationales et qui s'enrichissent de façon extravagante. C'est extravagant. Aucun être humain ne peut avoir accumulé autant de centaines de milliards que le patron d'Amazon. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Oui, mais Ségolène Royal, dans ce livre, vous parlez aussi de la question de l'autorité, des jeunes, de l'éducation, dans une société où la violence quotidienne, où on y assiste et où, effectivement, il y a peut-être une perte de repère aussi de l'idée de citoyenneté. Et au fond, vous dites, on peut restaurer tout cela dans une société fracturée. Bien, je pense. Je pense qu'on peut restaurer ce que j'appelle les racines, on peut restaurer les repères, on peut restaurer la juste autorité en restaurant la confiance en l'avenir. Et vous savez, le signe le plus grave de cette perte de confiance, c'est la chute de la natalité. Alors certains nous parlent de réarmement démographique, je trouve ce concept d'ailleurs en ridicule. Il ne s'agit pas de réarmer démographiquement, vous dites ça aux femmes, elles feront encore moins d'enfants si vous leur dites que c'est pour réarmer. En revanche, la question de la jeune génération qui soit éco-anxieuse, soit on lui dit vous, votre génération, vous n'aurez pas de retraite, votre génération, vous n'arriverez plus à vous nourrir correctement. Elle se dit mais comment je vais mettre au monde des enfants et puis leur demander demain de m'entretenir quand je serai dans le grand âge. Donc cette peur de l'avenir, cette instabilité par rapport à la destruction du modèle social français attaque très directement l'envie d'avoir des enfants. On est revenu, vous rendez-vous compte, à la natalité d'il y a un siècle, de 1925, comme si finalement tout ce qui a été fait dans les politiques familiales à la Libération s'était effondré. Oui. Et moi, ça me fait particulièrement mal au cœur parce que j'étais ministre de la Famille, j'étais ministre de l'Enfance, je conseillais François Mitterrand sur les questions de démographie à l'Élysée et on regardait régulièrement l'évolution de la natalité. Et quand il y avait un fléchissement, on se disait où est-ce qu'il y a un problème. On voyait par exemple dans les bassins d'emploi où il y avait des graves crises industrielles, et bien parfois effectivement que la natalité diminuait. Et donc on rectifiait ça parce qu'on se disait que la France avait réussi à faire ce modèle extraordinaire d'avoir le taux de natalité le plus élevé et le taux d'activité féminin le plus élevé. Grâce au service public, grâce à la qualité aussi de la naissance. Et aujourd'hui, je le dis dans mon livre, on est passé même pour la mortalité infantile du 1er rang au 25e rang. Vous pouvez le croire, ça, alors que toute la médecine néonatale était quelque chose d'extraordinaire, une exception française. Même là-dessus, on a reculé. Mais vous les voyez réagir au gouvernement ? C'est l'indifférence, alors c'est la plus absolue. Oui, c'est des histoires de femmes. Ben non, ces histoires-là, soi-disant des histoires de femmes secondaires, c'est l'essentiel, ça devrait être l'essentiel de la politique. Mais c'est ce que vous avez entendu, j'ai presque dire toute votre carrière, des histoires de femmes. C'est comme là, vous citez, on vous disait de vous, elle n'a pas d'équipe, sauf quelques utérus à pattes. C'est une boiteuse, une bécassine, une illusion, une impasse, pour ne pas dire des choses encore plus grossières. À votre égard. Et fameuse phrase, et qui va garder les enfants. C'est ça. Et j'avais les mêmes diplômes qu'eux. Oui, j'avais plus d'expérience qu'eux, j'étais déjà élu, j'étais déjà député, j'avais été ministre. J'avais les mêmes diplômes qu'eux, mais non, mais comme j'avais 4 enfants, j'étais une bonne à rien, que j'aille m'occuper de mes enfants. Mais au contraire, je veux dire, tout le monde aujourd'hui s'interroge, les parents, les grands-parents, sur qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants, quel monde on va leur laisser. Vous reprenez cette phrase. Pourquoi il y a tant de guerres ? Vous voyez, la seule guerre légitime, je vais vous dire, c'est la guerre contre le réchauffement climatique. Et souvent, les sages disaient, je me souviens à la COP, on disait, mais au fond, si le climat était une banque, il y a longtemps qu'il aurait été sauvé. Et quand les jeunes d'aujourd'hui voient dégouliner l'argent sur les industries de l'armement, au lieu de faire un effort diplomatique et d'anticiper et d'empêcher la résurgence des conflits à nos portes, parce qu'on a besoin d'investissements dans la lutte contre le dérèglement climatique. Et ces investissements-là, ils sont positifs. Ils créent de l'activité, ils créent de l'emploi. Oui. Et comme je le disais tout à l'heure, dans les pays pauvres, ils luttent contre la misère. L'accès au soleil, en Afrique, il y a 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Et donc, pour que l'Afrique puisse aussi valoriser ses ressources du sous-sol, elle a besoin d'accès à l'énergie. Et donc, si l'Afrique a accès à l'énergie, elle a accès à la valorisation de ses ressources au lieu d'être pillée. Et donc, elle crée des emplois pour les jeunes. Et donc, si les jeunes ont des emplois, ils ne vont pas dans l'émigration.
Donc vous voyez que même l'équilibre de la planète, l'équilibre humain de la planète, il s'inscrit dans la lutte contre le dérèglement climatique. Oui. Vous identifiez aussi quelque chose que vous appelez le virilisme. Le virilisme toxique. Vous dites, il n'y a pas la virilité, mais au fond, c'est aussi ça que vous avez subi. C'est cette façon de voir le monde et de voir la politique aussi. C'est quoi le virilisme? Le virilisme toxique, c'est ça. C'est ce que j'oppose à la masculinité positive. C'est de rentrer dans cette logique de lutte de testostérone. De bagarre, on le voit dans la politique, hein, de bagarre, de brutalité, de mépris, mais même la façon dont ont été traités les gilets jaunes, c'est du virilisme toxique. C'est au lieu de se dire comment je fais pour être bienveillant, pour faire du bien au peuple dont j'ai la responsabilité, pour que les gens qui ont du souci, qui ont peur, qui descendent dans la rue pour manifester, on réponde à leurs problèmes avec bienveillance et tendresse, on leur tape sur la figure. Vous dites la politique, c'est un acte d'amour. Vous avez des mots comme ça dans ce livre? Oui. Présider, c'est aimer, vous voyez. Et quand vous avez des responsables politiques qui n'aiment qu'eux-mêmes, qui sont dans leur ego, qui se demandent pour chaque décision, mais est-ce que ça va être bon pour ma popularité ou pas? Et je dis, mais combien de fois j'ai entendu, quand je m'occupais de la lutte contre les abus sexuels sur les enfants, c'était difficile. Vous savez, les premières circulaires contre les pédophiles dans l'éducation, j'en ai entendu, en disant mais non, mais c'est secondaire, mais tu vas porter préjudice à tout le monde, mais tu vois des pédophiles partout, mais ceci, mais cela. Les premières luttes contre le harcèlement, c'est moi qui les ai mis en place, contre le racket. La loi contre le bizutage, ça a été très difficile. On m'a dit, mais non, mais les grandes écoles, tu vas leur porter préjudice, c'est pas bien grave, un viol par-ci, par-là, mais qu'est-ce que ça peut faire? Ça leur fera des bons souvenirs. J'ai entendu des choses comme ça. Et surtout, j'ai entendu dire, mais qu'est-ce que ça te rapporte? Pourquoi tu fais ça? Tu les connais pas, les victimes? Et un jour, j'ai reçu des parents que je ne connaissais pas, dont le fils était mort lors d'un bizutage dans l'école supérieure de commerce de Paris. On les avait traînés tout nus dans la neige, etc., les imbéciles. Donc il avait fait boire de l'alcool. Donc tous les morts dans les bizutages, ça ne remontait pas à la surface. Hein. Et on m'a dit, mais pourquoi tu le connais, tu ne les connais pas, à quoi ça sert? Ou les enfants victimes de pédophiles dans l'école, que j'ai accompagnés au tribunal, j'ai témoigné devant la commission Bétaram. J'allais avec les parents devant le tribunal pour être avec eux tellement les parents étaient désespérés. On ne voulait pas voir. À quoi ça sert? Mais tu les connais pas, à quoi ça sert? Ça va rien te rapporter. Je dis, mais la politique, elle n'est pas là pour rapporter à nous. Elle n'est pas là dans une logique, vous voyez, d'autosatisfaction. Elle est là pour faire du bien et pour régler les problèmes. C'est différent. Oui. Ce que vous dites au fond, Ségolène Royal, vous dites, je vous cite, ne laissez pas ceux qui vous ont dépossédé vous voler aussi l'espérance. En fait, vous vous adressez à cette génération. Vous avez le sentiment que c'est une génération perdue. C'est une génération à qui on va laisser l'héritage de la dette, l'héritage évidemment d'une planète souillée. Oui, c'est une génération dépossédée. Je dirais même que c'est une génération racketée. Et c'est vrai que je termine ce livre par une lettre d'encouragement à cette génération dépossédée, pour leur dire, ne vous laissez pas faire, en espérant aussi que les responsables politiques vont prendre conscience de ça et ne pas vous transmettre ces dettes de toute nature, la dette morale, la dette sociale, la dette budgétaire, bien sûr, la dette climatique. On n'a pas le droit de laisser cette dette. Et c'est pour ça que je fais aussi la comparaison entre l'amour maternel et la politique. C'est de dire, mais finalement, aimer un peuple, c'est comme aimer ses enfants. C'est-à-dire souhaiter qu'ils prennent confiance en eux, les encourager, pas leur taper sur la tête, les valoriser, pas les dénigrer, ne pas les isoler et leur dire qu'ils sont capables de réaliser de grandes choses. Et quand tous les jours, les Français entendent qu'ils sont nuls, qu'ils comprennent rien à rien, qu'on va décider à leur place et surtout pas leur expliquer, comment voulez-vous qu'ils grandissent et qu'ils aient confiance? C'est pas possible. Mais la politique peut être la solution. Vous pourriez évidemment être à nouveau candidate à une élection présidentielle, par exemple, Ségolène Royal? Non, mais je comprends que vous me posiez la question, mais vous voyez, le fait même de passer du constat. Mais c'est comme ça aussi qu'on fait changer les choses. Oui, mais je ne veux pas non plus, moi, tomber justement dans la toxicité de la politique en ayant prétendre que je peux représenter ça. Mais c'est vrai que je crois que ça, c'est un projet présidentiel, au fond. C'est un projet présidentiel parce qu'aujourd'hui, c'est quand même l'urgence. C'est-à-dire que si on arrive à redonner confiance à la nouvelle génération, à se dire mais on a encore plein de choses positives à faire ensemble et vous avez votre place dans cette société, vous allez créer, vous allez cesser d'angoisser, mais ce serait un succès de la politique formidable. Et vous voyez, hier à Brive, il y a une jeune fille qui est venue me voir et qui me dit mais donc je lui dis qu'est-ce que vous faites? Elle me dit je suis en terminale.
Et je dis, qu'est-ce que vous voulez faire après? Elle me dit, je vais faire de la recherche scientifique. Je dis, bon, c'est formidable, la recherche scientifique, où est-ce que vous allez vous former? Elle me dit ceci, elle me répond ceci, écoutez-moi bien, je ne sais pas, et je vais vous dire, Parcoursup m'angoisse plus que le bac. Ouais. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'on traite ces étudiants? Comment est-ce qu'on traite ces bacheliers avec Parcoursup? Alors les privilégiés, ils mettent leurs enfants à Londres, je ne sais où, puis après ils reviennent en France, et puis il n'y a plus Parcoursup. Et puis les autres, on les angoisse, et là on n'est pas loin, on est en décembre, et cette jeune fille ne sait pas où elle va s'inscrire. Notre génération, on n'a pas subi ça. Pourquoi est-ce qu'on fait subir ça à la nouvelle génération? C'est d'une cruauté sans nom. Ça n'a pas de sens. On devrait être heureux de faire des études après le bac, vous voyez, ou avant, mais pas être angoissé de savoir où est-ce qu'on va atterrir. Ça m'a fait mal au cœur, en fait. Merci Ségolène Royal. Mais qui va garder les enfants est publié chez Fayard? Donc c'est ce récit, vous dites d'ailleurs, c'est un programme présidentiel. Voilà, on a bien compris. Oui. Ça peut être un programme donc, présidentiel. Tout le monde peut s'en saisir. Hein. Merci beaucoup Ségolène Royal d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Dans cet extrait, Ségolène Royal rappelle d'abord le choc que représente pour la France la condamnation pour corruption et fraude électorale d'un ancien président de la République, dans un pays qui est censé donner l'exemple démocratique. Elle insiste sur le fait que cette décision n'est pas le caprice d'un juge isolé. Plus d'une centaine de magistrats se sont prononcés au fil des recours, et c'est l'acharnement procédural de Nicolas Sarkozy qui a fait durer l'affaire pendant des années. Elle souligne aussi les victimes oubliées, les familles de l'attentat du DC-10, qui découvrent que des proches de Sarkozy ont négocié avec un terroriste recherché pour obtenir de l'argent noir. Enfin, elle parle d'une campagne présidentielle jouée à armes inégales, avec fraude financière et opérations de barbouzerie, et pose une question simple. Comment la jeunesse peut-elle avoir confiance quand ceux qui devraient être exemplaires sont rattrapés par de telles affaires? Synthèse des 3 vidéos. Ce qu'il faut retenir. Avec Edoui Plenel, on comprend comment Nicolas Sarkozy a abaissé le débat démocratique, renforcé le lien entre pouvoir politique et milieu d'affaires et ouvert la voie à un poison identitaire dont profite l'extrême droite, tout en restant traité médiatiquement comme un sage, malgré ses condamnations. Avec Fabrice Arfi, on entre dans le cœur du dossier. Un pacte corruptif négocié avec le régime Kadhafi, des millions d'euros libyens, des flux d'espèces, des carnets, des virements, des perquisitions, un faisceau d'indices graves, précis et concordants qui contredisent le récit « Il n'y a pas de preuves » et démontent l'idée d'un complot entre Mediapart et la justice. Avec Ségolène Royal, on mesure la dimension morale et politique. Une élection jouée à armes inégales, des victimes de terrorisme oubliées, une justice qui sauve la dignité de la République, et une génération de jeunes qui voit ses repères s'effondrer quand les dirigeants ne sont plus exemplaires. Au final, ces 3 regards montrent la même chose. L'affaire Sarkozy-Kadhafi n'est pas une simple polémique, mais une question de corruption, d'égalité devant la loi et de survie de notre démocratie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous et à très bientôt sur La Voix des Cryptes.